petite question pour Madame Fabry. Les 2 journées, est-ce que vous les proposez aussi aux gens qui viennent faire qui viennent pour un rendez-vous de préadmission et qui n'ont jamais fait de cure? Parce que dans mon expérience, il y a beaucoup de patients qui ont une sorte de pensée magique que la cure va les sauver et surtout qu'une cure va les sauver. Et donc, je me demande s'ils pourraient goûter 2 jours de ce que c'est être à l'hôpital pour ce problème d'alcool. Est-ce que ça ne pourrait pas les aider de se débarrasser de cette pensée magique? Alors, l'avantage, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec l'unité d'hospitalisation, dans le sens où les membres du personnel animent différents groupes. Et donc, du coup, on a beaucoup d'allers-retours. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont en rendez-vous de préadmission et que la personne qui fait le rendez-vous de préadmission sent que qu'il y a une grosse ambivalence ou que quand la personne voit déjà les lieux d'hospitalisation, ça coince déjà un peu. Alors, on peut lui proposer ces 2 journées, effectivement, pour déjà faire le point, pour avoir un peu des informations et voir si c'est vraiment l'hospice qui est une bonne chose pour elle, en tout cas ce qu'elle veut, ce que la personne veut pour elle à ce moment-là. Et alors aussi dans l'autre sens, parfois on a des personnes qui viennent et qui après se dirigent vers l'hospitalier parce qu'en leur expliquant ce que c'est, ça les attire et c'est en ce moment-là, en tout cas ça les attire, qui pensent que c'est une bonne chose pour eux à ce moment-là de leur vie. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question du coup pour Madame Fabry aussi, et je pense pour tout le monde. Vous avez parlé du coup du prix qu'il y avait par rapport à ces 2 jours sur Alcool et vous. Alors en tant que Française, moi je connais pas trop le système de prise en charge en Belgique, mais du coup j'aurais aimé avoir votre avis à chacune par rapport au facteur prix dans la motivation au changement. Si le fait que ça soit gratuit, ça amène quelque chose ou pas, et si c'est payant, et si c'est payant et remboursé, etc. en fait. Je peux déjà répondre ici. L'idée, c'est que vraiment que ça coûte le moins possible à la personne, parce qu'on pense que ça peut quand même être un frein, le prix. Par exemple, pour les journées de jour, c'est 55 € ou 5 € si on est VIPO, c'est un statut à la mutuelle. Donc, c'est un peu la seule formule qu'on ait trouvée parce qu'on ne pouvait pas le faire gratuit au niveau voilà. Mais je pense effectivement que ça peut être un frein pour les personnes. Quand je les ai au téléphone, c'est une question qui revient tout le temps et je peux le comprendre. Les soins de santé peuvent être chers. L'avantage de travailler dans un hôpital public, c'est qu'on peut permettre quand même une certaine flexibilité à ce niveau-là et qu'on a des avantages par rapport au privé. Mais je pense que clairement, ça peut être un frein. Il y a des offres de soins, je pense aussi que le mindfulness, s'ils ne sont pas dans le public, ça peut vraiment devenir très très cher comme investissement. Oui, pour reprendre pour la pleine conscience, donc c'est des séances 1 fois par semaine pendant 8 séances. Et si on fait ça en ambulatoire chez des psychologues, c'est de 300 € au minimum, donc ce qui pour nos patients beaucoup. Moi, je suis très content que l'hôpital Bruckmann et le centre Enaden me donnent la possibilité de faire ça dans un contexte comme psychiatre, dans un contexte soins pour les addictions. Et donc, du coup, le prix est beaucoup plus près parce que c'est remboursé par la mutuelle et ça fait 2,50 € pour les VIPO par séance et 7,5 € pour les non-VIPO. Donc, ça, c'est beaucoup moins. Le prix beaucoup moins que si on fait ça en ambulatoire, en privé, on va dire. Et ce qui est important pour nos patients dépendants, et ça c'est sûr. Oui, je peux rajouter aussi, en termes de prix, donc les groupes de psychoéducation gérés par un psychiatre, c'est 20 € pour le patient pour 1 heure, avec un remboursement de la mutuelle, qui fait qu'il paye, je pense, à peu près même 3 € pour les codes de thérapie de groupe. Les psychologues dans notre institution qui font des séances de mindfulness, c'est à peu près 40 € l'heure. Et alors, donc, juste pour dire,
deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que dans les entretiens motivationnels, on a aussi beaucoup de patients qui, en psychiatrie liaison, nous accueillent en disant, de toute façon, vous les psys, vous écoutez, vous prenez le pognon, etc. Quand on fait le calcul de ce que ça pourrait coûter versus ce qui est, dans une balance décisionnelle, ce qui est dépensé en tabac et en alcool, je veux dire, ça coûte pas très cher, si on compare alors à la plupart du temps des consommations. Et puis ça soulève aussi une deuxième chose difficile pour les patients qui souffrent d'une dépendance, c'est le double discours ici, enfin, dans pas mal de sociétés, qui est un problème d'alcool, un problème de tabac, parlez-en à votre médecin. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, ils découvrent que mais votre assurance hospitalisation ne couvre pas les frais supplémentaires de chambre. Donc c'est quand même, donc la question du coût est une bonne question, mais si on réfléchit, il y a quand même des moyens de soins qui ne sont pas si coûteux que ça. Mais la société a quand même un discours particulier, puisque ce sont quand même des patients un peu plus mauvais que les autres, puisqu'ils n'auront pas droit au même remboursement. Donc ça, c'est à partir du moment où il y a une demande de chambre particulière ou de choses comme ça pour les soins, là, il y a quand même une différence dans les remboursements pour les patients hospitalisés. Pour nous, en tout cas, on est une ASBL implantée dans l'hôpital, donc quand on voit les patients qui sont hospitalisés dans les unités somatiques, bon ben voilà, on les voit comme ça et ça coûte pas plus que l'hospitalisation. Après, juste comme j'expliquais, on essaye d'avoir une position bas seuil, ce qui veut dire que quand on sent qu'on doit revoir les personnes, on va essayer de mettre en place des temps, des espaces justement, où les patients ne doivent pas nécessairement venir payer pour nous rencontrer. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à des moments, même dans des espaces qui sont extra-hospitaliers, pour les rencontrer avec des acteurs qui peuvent même être des acteurs d'autres institutions. Et même, parfois, ça nous est déjà arrivé de rencontrer les patients avec des travailleurs de rue pour essayer de créer cette petite amorce, ce petit moment voilà, où il pourrait se passer quelque chose. Après, le reste, c'est évidemment essayer d'intégrer le patient dans un réseau de soins, qu'il soit intra- ou extra-hospitalier. Et ça a le coût en fonction d'où il va. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que pour la consommation d'alcool, en tout cas, l'accès bas seuil, c'est quelque chose qui pose question. Voilà. Je change de sujet, je m'excuse, mais je voulais juste revenir sur ce que disait Denis Jacques tout à l'heure, sur les demandes des patients par rapport à l'arrêt conjoint tabac et autres substances. Il y a un certain nombre d'études contrôlées, plus les références en tête comme ça par cœur, mais je peux les retrouver assez facilement, qui montrent que ça marche mieux quand on arrête simultanément le tabac et d'autres substances, et donc il y a moins de reprises, par exemple d'alcool ou d'héroïne, tout ce qu'on veut, quand il y a un arrêt du tabac conjoint. Et en fait, c'est logique, c'est-à-dire que on peut réfléchir à des approches neurobiologiques sur les systèmes de la récompense, mais de manière beaucoup plus pragmatique et prosaïque. Souvent, les addictions sont des pathologies des rituels, et souvent ce sont des rituels conjoints. Donc les prises de substances s'auto-entraînent. Et très souvent, quand on retrace un parcours de journée d'un patient qui boit de l'alcool et qui fume, une cigarette est associée à un verre d'alcool, et certains moments très associés avec des prises d'alcool on retrouve une consommation de cigarettes augmentée, etc. Et donc s'il n'y a pas un arrêt conjoint de la cigarette avec par exemple l'alcool ou d'autres produits, on va risquer d'augmenter des formes de craving indicées dans la journée du patient, c'est-à-dire que le moment où il va avoir des consommations de cigarettes, s'ils étaient associés avec une utilisation d'alcool, on va développer des phénomènes de craving comme ça. Alors, en pratique, comment est-ce que ça se gère? Évidemment, c'est le patient qui décide, c'est lui le client quelque part. Mais je pense qu'il faut qu'il ait cette information, et voilà, j'imagine, quand on a une approche très centrée sur ces aspects motivationnels, questionner les liens entre une substance et une autre. Peut-être que j'imagine que ça fait, je ne fais pas ça dans mon pratique quotidienne de consultation, mais j'imagine que ça fait partie aussi de représentations qui sont très importantes pour le patient et auxquelles il n'a pas forcément réfléchi. Donc s'il a ces informations à la fois sur le fait que ça augmente ses chances de non-rechute, et qu'en même temps il a une capacité de conceptualiser ces aspects de co-ritualisation sur une substance et une autre, c'est peut-être des éléments importants qu'il doit prendre en considération avant de faire des choix éclairés. Merci pour toutes ces présentations, c'était vraiment intéressant. J'ai une petite question un peu anecdotique. Je me souviens d'amis qui s'étaient arrêtés de fumer.
et qui me disait horriblement, le moment où j'ai le plus envie d'une cigarette, c'est après le repas avec le café. Bon, ce matin, on a dit que le café était une drogue. Est-ce qu'il faut recommander d'arrêter le café en même temps qu'on arrête le tabac? Ou bien est-ce qu'on peut se contenter de mettre l'accent sur le tabac? Merci. Et la cigarette après l'amour, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme, il n'y a pas longtemps, dans un magasin, j'ai vu une carte postale qui disait je n'ai pas de problème avec la caféine, j'ai des problèmes sans la caféine. Et donc, une autre remarque par rapport, quand j'étais à quelques fois aux réunions ouvertes des alcooliques anonymes, ce qui était fort impressionnant, c'était la quantité de fumeurs et la quantité de café qu'il y avait aux réunions. Hein. Et c'est là que je disais sur les modèles, donc le modèle idéal, hein, donc c'est effectivement ne rien consommer, ce qu'on est suffit. Ça, c'est le modèle idéal. Maintenant, dans la pratique, dans les modèles de réduction des risques, en fait, la question est à nouveau à évaluer patient par patient. Il y en a, on va juger que si on lui dit il faut arrêter le café, il faut arrêter la cigarette. Donc à ce moment-là, c'est l'idée du pourquoi pas. Si le patient a l'impression qu'il y a trop de contraintes, il va s'écrouler plus vite. Donc l'idée de peut-être lui montrer les liens comportementaux. Hein. Et pour le tabac, il y avait une campagne de prévention qui ne disait pas réduisez votre consommation, mais au fond, quelles sont les 2 cigarettes par jour que vous avez du mal à arrêter? Parce que la majorité des grands fumeurs arrivent à passer à 40, à 20, à 10 cigarettes, mais les fameux 2 cigarettes, celle du matin, celle d'après l'amour, celle après le repas. Voilà. Et donc, après, là, c'est un travail, je pense, qui a une temporalité à donner à ça. Parce que tout ce qui est dans la mémoire procédurale peut changer, mais pas aussi vite qu'un raisonnement. Et je pense que c'est cette balance d'équilibre qui doit là être évaluée au cas à cas. C'est là que je dis qu'à ce moment-là, des algorithmes qu'on généralise à tout le monde, c'est problématique. Savoir que c'est associé, ok, et après problématiser de façon individuelle avec le patient qu'on a en face. Sinon, pour le café, c'est pas recommandé après 16 heures, pas au moment d'aller se coucher. Donc il y a quand même des recommandations dans le BM concernant le café. Oui. Je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas tomber dans un discours hygiéniste. Hein. Il ne faut plus faire ça, plus faire ça, plus faire ça, plus faire ça. Et donc, arrêter d'avoir le plaisir dans la vie, je pense que ça ne sert à rien de dire il faut arrêter, Non, il faut, comme tu dis, cas par cas, voir c'est où le problème, c'est quoi le chemin pour chaque patient et mettre des priorités aussi. Hein. Donc, bonjour. Pour rejoindre un petit peu ce qui a été posé comme question ici, je voulais savoir, comme les addictions sont un peu inhérentes à l'être humain, je voulais savoir s'il y avait des addictions non pathologiques et si on pouvait remplacer des addictions pathologiques par des addictions non pathologiques. Allez, je commence. C'est un concept formidable que vous venez de créer, d'addiction non pathologique, qui à mon avis aura beaucoup de succès. Par définition, l'addiction, c'est pas l'usage. Je pense que ça vient d'être dit, il faut vraiment différencier. Et on peut avoir un usage sans avoir une addiction. Dans le grand public, il y a souvent cette confusion, alors pas toujours pour l'alcool, parce que c'est une substance qui est utilisée de manière sociale, mais plein de gens, par exemple, qui ne connaissent pas toutes ces problématiques, pour eux, un usager d'héroïne, c'est quelqu'un qui a une addiction à l'héroïne. C'est pas vrai. Il y a des usagers d'héroïne qui n'ont pas de critères d'addiction à l'héroïne. Alors, qu'est-ce que c'est les critères d'addiction? Avant tout, c'est l'impact fonctionnel de l'usage. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a un usage qui devient envahissant, un rituel de comportement d'usage qui devient envahissant et qui petit à petit écrase les autres rituels de vie, familiaux, professionnels, environnementaux, là on est dans un processus addictif, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de rituels relativement restreints dans la vie d'un sujet qui, l'image un peu de cellules cancéreuses qui envahissent tout le tissu avoisinant, et qui vont envahir la ritualisation de vie normalement diverse et assez équilibrée d'un individu. Donc c'est ça qui caractérise le processus d'addiction. Et non, à mon avis, on ne peut pas parler d'addiction non pathologique. Il y a des usages qui n'entraînent pas de conséquences fonctionnelles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entraînent pas des risques au long cours. Hein. Très classiquement, et c'est pour ça qu'on a du mal à parler d'addiction au tabac, on parle plutôt de dépendance au tabac, parce que le tabac entraîne une dépendance pharmacologique très importante, il entraîne des risques à terme, mais le tabac, sauf cas exceptionnel, ne va pas entraîner des conséquences familiales majeures, une désinsertion socio-professionnelle majeure. Alors ça change parce que de plus en plus les fumeurs de tabac sont considérés comme des toxicomanes et ils doivent fumer. Alors en Belgique c'est
un peu différent, mais je crois que ça suit un peu le même chemin qu'en France, où ils sont parqués, les fumeurs, ils vont fumer dehors quand il fait froid, et donc il y a une stigmatisation croissante et volontaire dans une politique de santé publique, une stigmatisation croissante des fumeurs qui participe aussi à l'arrêt. Il y a d'autres facteurs, l'augmentation du prix, etc. Mais c'est quelque chose de délibéré, cette stigmatisation des fumeurs. Évidemment, c'est pas dit par les pouvoirs publics, mais ça fait partie de la stratégie de santé publique. Mais la caractéristique d'une addiction, c'est d'entraîner des conséquences fonctionnelles durables dans la vie du sujet. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Mais ceci étant dit, les addictions, une facette de voir les choses, c'est que c'est un dérapage de comportements répétitifs agréables. Mais il n'y a pas de problème avec les comportements répétitifs agréables qui ne posent pas de problème à quelqu'un. Donc, pour donner un exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est heureux de voir ses amis et de jouer à un jeu de société avec eux chaque semaine, et ça fait partie de son équilibre de vie. Et ce n'est pas la même chose que de devenir un joueur pathologique qui vend tout au casino. Vous voyez, donc tout est également dans la perte de contrôle et dans les conséquences. Mais le circuit neurologique sous-jacent, à la base, est le même, mais il est détourné lorsqu'il y a addiction vers l'excès. Oui, juste, j'aimerais revenir sur le tabac, parce que c'est intéressant, et je pense qu'il y a, je voulais juste souligner un problème, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais il y a un déni de la prise en charge du tabac dans beaucoup de services d'addictologie. Voilà. Souvent, on fait une évaluation large de l'usage de substances. Évidemment qu'on évalue s'il y a des consommations de tabac, mais souvent ça s'arrête là et on dit aux patients, est-ce que vous êtes prêt à arrêter? Non, bon, on parle d'autre chose. Et après, on ne parle plus du tabac. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Alors, je pense que c'est très intéressant de se poser la question pourquoi. Alors évidemment, comme souvent, il y a des réponses multiples. Mon hypothèse, c'est qu'une des raisons, c'est que, contrairement à l'alcool, à l'héroïne, sauf cas particulier, les soignants sont aussi des usagers de tabac parfois, et que ce déni renvoie aussi à leur propre consommation. Et je dis ça parce qu'il y a eu des essais d'hôpitaux sans tabac, de services sans tabac, où on proposait des substitutions systématiques, et très souvent, il y avait une résistance très forte de la part des équipes, quels que soient les soignants, ça inclut les médecins aussi, parce que du coup ça les empêchait de fumer sur leur lieu de travail, et que ça c'était hors de question. Donc on laisse les patients fumer parce qu'on veut fumer soi-même. Alors je ne dis pas qu'il faut interdire le tabac partout, etc. Mais je pense qu'il y a un frein dans la prise en charge efficiente de la dépendance au tabac, aussi parce que ça concerne certains soignants. Oui, et puis c'est la seule substance qui ne donne pas de dysphorie, de troubles du comportement. Donc, c'est vrai. Que les autres en excès donnent plus facilement de désinhibition qui va poser problème. Et qui du coup reste accepté socialement en usage courant. C'est-à-dire que, il y a 30 ans, la moitié de cette salle aurait fumé pendant la discussion. Maintenant, ça se fait plus, mais dehors, ça reste un usage courant de fumer et admis socialement. Par contre, si quelqu'un arrive avec des packs de crocs devant le congrès, socialement, ça ne va pas être accepté, alors dans des moments particuliers, dans des contextes particuliers, c'est accepté. Donc il y a une acceptation sociale encore du tabac et de l'usage de tabac en milieu professionnel qui est différente de l'alcool ou d'autres substances. Comme gardien du temps, et puis pour les fumeurs dans la salle. Oui. Qui est en craving de tabac ici? Il y a encore une question, peut-être une dernière question avant de... En fait, j'avais encore une question pour le docteur Roland sur le baclofène et sur la popularité du baclofène à un moment. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que les personnes avec un problème d'alcool entendaient le discours de avec le baclofène, on peut diminuer votre consommation? Est-ce que c'est pas un discours beaucoup plus attractif que on va arrêter votre consommation? Et je crois que, chez mes patients, c'était comme ça. Moi, je veux bien diminuer ma consommation d'alcool, mais arrêter, ça va pas aller. Et donc, ils étaient vraiment attirés par le baclofène pour cette raison. Si, d'ailleurs, dans les résultats que je montrais sur l'étude qu'on avait fait en Nord-Pas-de-Calais, on voyait bien que les patients qui venaient demander du baclofène, ils venaient demander du baclofène dans un objectif de réduction de consommation, alors qu'il était présenté dans les médias comme cette fameuse indifférence où on prend du baclofène et donc l'alcool n'a plus prise, n'entraîne plus du tout d'addiction, etc., qui est
peut le dire quand même, une vision un petit peu magique du baclofène, mais après c'est, encore une fois, moi j'ai prescrit beaucoup et je continue à prescrire du baclofène, je trouve que c'est un traitement intéressant, mais très probablement que vous avez raison, effectivement, c'était vendu comme ça dans les médias, et les médias, d'une manière générale, véhiculent des idées archaïques sur les prises en charge addictologiques. C'est-à-dire que souvent, dans les médias, on entend encore, voilà, il faut arrêter définitivement, etc. On sait très bien que dans nos pratiques addictologiques, ce ne sont plus les discours qu'on prône, on a un discours très centré sur la demande du patient, et donc s'il y a des patients qui veulent être dans un arrêt, d'abord moi je déteste ce mot d'abstinence que je trouve très religieux ou sexuel, enfin, donc je préfère parler d'arrêt d'usage, d'arrêt temporaire de l'usage. Il y a des patients qui veulent avoir un arrêt temporaire d'usage et qui disent peut-être après j'essaierai, une fois que je serai à distance de cette ritualisation pathologique, peut-être que j'essaierai de reprendre une consommation maîtrisée d'alcool, etc. Donc on essaie de suivre beaucoup plus qu'avant le souhait des patients et de les accompagner dans un projet autour d'un arrêt plus ou moins long, d'une réduction, d'une tentative de contrôle. Donc, mais ça, les médias s'en font très peu l'écho parce qu'on n'est peut-être pas assez présent, peut-être que c'est pas très vendeur aussi, c'est problématique. Et donc là, le baclofène, avec tout ce qu'il avait de magique, a fait sensation dans les médias, mais en tout cas moi je suis persuadé que c'était un discours qui était peut-être plus accessible pour certaines personnes qui voulaient pas, qui avaient peur d'abord d'une stigmatisation et qui avaient peur de retrouver ces stigmatisations dans un discours moraliste, ça revient à la discussion de ce matin, et face à leur problème d'alcool, de se voir opposer des discours en disant maintenant il faut arrêter définitivement, ce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Et est-ce que quelque chose a changé après les recherches scientifiques sur le baclofène ou... Je vous propose d'en discuter lors du deuxième colloque Forum Addiction l'an prochain, parce que c'est tout un sujet en soi, le sujet du baclofène. C'est une longue saga française qui n'est pas terminée, puisque il y a eu encore des rebondissements cet été et qu'on attend la décision finale de l'ANSM sur l'AMM qui a été demandée par le laboratoire Etipharm sur le baclofène. Donc c'est une histoire qui s'écrit encore en ce moment et qui, à mon avis, pour essayer d'en tirer tous les fils, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes au-delà de l'effet propre du baclofène et du résultat des études. Il y a vraiment beaucoup de choses et ces aspects de médiatisation, moi, me semblent très intéressants et je pense qu'on n'en a pas encore tiré toutes les conclusions en tant que professionnel sur quelles leçons il faut tirer de cette histoire baclofène dans le lien avec les usagers aussi. Ce matin, on avait un colloque où il y avait donc quelqu'un qui était responsable d'un forum usager de substances. Les usagers de substances hors alcool sont très actifs, ils ont des choses à nous dire en tant que soignants, des choses très intéressantes à nous dire. Dans l'alcool, je m'excuse, mais ça reste assez limité. Je ne veux pas dénigrer des associations d'usagers d'alcool qui font un travail parfois très, très important d'accompagnement auprès des patients, mais par contre, en termes de représentation sociétale, ils sont beaucoup moins présents et ils sont beaucoup moins structurés dans leur discours. Et donc, l'émergence comme ça de patients, d'usagers traités par baclofène avec toutes les limites et un discours parfois radical qu'il pouvait avoir, je trouve qu'il avait il a des choses intéressantes à nous dire, nous, en tant que soignants, et ça s'est vu grâce au baclofène. C'est une très très longue discussion, à mon avis. Merci beaucoup à tous. Nous allons clôturer la session.